Dans le sport, il y a les équipes A dont tout le monde parle et il y a les équipes B qui parlent sans langue de bois. Celles où on parle vrai, où on n'a pas peur de poser les bonnes questions et que personne ne pose. Ici, pas de langue de bois, juste deux générations, un père, un fils, une passion commune pour le sport, l'actualité et les grandes histoires. Bienvenue dans l'équipe B. Salut à tous et aujourd'hui pour ce premier épisode, on reçoit un homme qui a vécu à grande vitesse et qui a représenté l'Algérie dans le sport automobile. Salut papa. Bonsoir, Fethi. Oui, on reçoit avec grand plaisir, et c'est un honneur d'ailleurs pour nous, d'avoir avec nous aujourd'hui Nassim Sidi Saïd. Nassim Sidi Saïd, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le premier pilote algérien qui a fait, on va dire, une carrière internationale et justement, il va nous en parler aujourd'hui et il va aborder avec nous beaucoup de sujets sur le sport automobile, justement. Bonsoir Nassim. Bonsoir Fethi, bonsoir Ardouane. D'abord, tout l'honneur et tout le plaisir est pour moi. Oui, j'ai fait une carrière. À l'époque, tu étais déjà journaliste. Oui. Fethi, non. Si aujourd'hui on est avec lui, ça veut dire que ça remonte à très longtemps. Ça ne rajeunit personne. Hein? Mais c'est un mordu de... Je sais. En fait, oui, j'ai commencé à courir il y a 30 ans. Ça passe vite, hein? Ah oui, On dirait que c'était hier, en fait, quand on a commencé à faire les absolument. émissions ensemble à la radio. Ça ne rajeunit pas. Non. Ça ne rajeunit personne. La preuve, hein, le maître de cérémonie, c'est Fethi. Tu avais quel âge il y a 30 ans? 12 ans, j'avais Voilà. 12 ans, je me rappelle. Il aurait pu déjà. faire une carrière en carte, mais bon, ça va. Je me rappelle déjà à Il a l'époque. suivi le métier du papa. Donc, en fait, oui, j'ai fait une carrière de pilote entre 95 et 2005. C'était donc une période où j'ai commencé sur le tard. Il n'y avait pas de karting en Algérie. Et par contre, j'avais pas l'impression d'être particulièrement doué, mais j'avais la passion de la chose et j'ai travaillé et je pense que j'ai fait de mon mieux. Il n'y a pas de honte à dire que j'ai fait de mon mieux. Et pendant 10 ans, dans les conditions de l'époque, j'ai fait un peu de Formule Renault, un peu de Formule 3. À la fin, j'ai fait une course ou deux de Formule 3000 et puis voilà, l'aventure s'est terminée. Tu es sorti un peu du carcan de l'époque parce qu'à l'époque, il y avait le sport automobile en Algérie, mais ça se limitait, on va dire, à des rallyes. Il y avait des pilotes qui faisaient, qu'on a connus. Il y en avait des bons. Oui, Il y en avait des bons qui faisaient les rallyes raids, qui faisaient des rallyes sur route, qui partaient courir à Il y l'étranger. avait Begar, Aouchiche et... Salir, voilà. Mimouni, Mektounif, tous ces champions de l'époque. En fait, ce qui a fait que je me suis orienté vers autre chose, c'est que moi, j'étais pas issu d'un milieu proche du milieu du sport. Je veux dire, ma famille n'avait rien à voir avec ni le sport ni la mécanique. C'est à quel moment que tu t'es dit je veux devenir pilote? Je crois que c'était au moment d'arriver à l'université. J'ai fait mes études universitaires, j'ai fait mes 4 ans, mais par contre, j'ai été très déçu. C'est-à-dire, je pensais que l'université, ça allait être vraiment un espace où s'exprimaient les vocations, et je trouvais au contraire que c'était un carcan. Et je trouvais qu'à 18-19 ans, j'avais envie de me défouler dans autre chose. Je suis un des rares Algériens, ou peut-être il y en a encore qui ne savent pas jouer au foot. Ça t'a jamais Il est vraiment pas seul, attiré. moi aussi je sais pas jouer au foot. Toi aussi. Ouais. J'ai joué à la PlayStation, je suis bon, mais Non, sinon la sur le terrain... PlayStation, je suis excellent. Mais par contre, sur terrain, je suis toujours perdu. Je ne comprends jamais ce qu'un coéquipier veut. Bon, bref. Donc, le foot, non. J'ai commencé à faire un peu d'athlétisme. Quand on habitait à Annaba, on a commencé au lycée et puis j'avais fait l'athlétisme. C'est là-bas que j'ai connu plein de gens et que j'ai connu d'ailleurs notre ami Ammar Brahmia qui est de Annaba. C'était les années où il y avait les championnats d'Afrique d'athlétisme à Annaba en 87. Et donc, quand on est revenu à Alger, c'était en 90. J'ai été 90. Les championnats du monde de Tokyo en athlétisme, c'était en 91. C'est ça. 91, la première fois qu'un Algérien, exactement, la première fois qu'un Algérien de ma génération entendait l'hymne national de son pays dans une compétition de ce niveau. C'était quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, j'étais assez âgé pour suivre les Jeux Olympiques de Los Angeles et de Séoul. 84 et 88. Mais il n'y avait rien. On espérait Abdenouz par-ci, la Khormena, il n'y avait rien du tout. On avait les boxeurs en 84, ce n'est pas encore l'hymne national. Et on est toujours ému de voir des athlètes du monde entier sur le podium. Et quand on a vu à l'époque Boulmarka et puis ensuite Morsli,
Ça, je me suis dit, tiens, Mosley, quand même, avant, on a un peu. on savait qu'il allait venir. On a un peu oublié que Mosley avait été champion du monde. Junior, en militaire. Non, en salle. En salle. Avant, Oui, avant, c'est vrai, avant c'est vrai, le- c'est vrai, en salle. Avant Oui, oui, Tokyo. oui, oui. Avant Tokyo. Ça n'avait pas peut-être parce que peut-être le championnat du monde en salle n'avait pas la même médiatisation. Moi, j'y étais, c'était à Séville, d'ailleurs. En Espagne? En Espagne. Oui, oui, oui. Et Oui. donc, il avait été champion du monde et on a tendance à l'oublier quelquefois. Et c'est là où l'hymne national A retenti pour la première fois. Voilà. Mais le gros impact, donc, c'était Tokyo. Je me suis dit que c'est génial. Donc, ado, universitaire, je veux dire, je venais d'avoir mon bac, je rentrais à la fac et je voulais vraiment faire un truc. Donc, ma passion pour l'automobile qui remonte à mon enfance, mais c'est pas le kart, hein. C'était un dessin animé. C'était pas encore développé le kart. Non, peut-être, moi, la pendant la première passion pour le sport auto, c'était les épisodes de Grand Prix, Takaya Todoroki. Et je le dis sans complexe, hein. J'étais là, j'étais un enfant, je voyais les voitures, je me dis, c'est génial. Tu conduis comme ta carrière? Non, 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 non. Je pense pas, hein, je veux dire, lui, dans l'absolu, ce qui m'a impressionné, c'était vraiment le milieu, tu vois. J'ai fait un peu de kart ici, mais c'était très peu de sessions le petit circuit qu'il y avait à l'époque au niveau du parc d'attractions. Oui. Qui n'existe Petit, plus qui malheureusement n'existe plus, aujourd'hui. malheureusement, bon, il y en a d'autres qui sont ouverts. Et après, j'ai plongé, j'ai rejoint le milieu du sport auto ici. Et c'est pourquoi je t'ai dit Ammar Barnier, parce que c'est grâce à lui. C'est le seul bonhomme que je connaissais dans le sport. J'ai dit Ammar, bon, j'ai envie de faire carrière dans le sport auto. Il m'a dit, je connais pas le milieu, mais on va se renseigner. Et je me suis retrouvé donc là-bas avec les Serir à Belfort et à Al-Harrach. Et j'ai commencé à faire mes premiers pas dans le sport auto. J'ai fait des courses ici, circuit de vitesse, courses de côte, etc. Et en même temps, j'ai fait une école de pilotage en France parce que j'ai compris qu'il fallait en faire une. Et j'ai compris, c'est là-bas que j'ai découvert comment fonctionnaient les choses, qu'en fait, il fallait chercher des sponsors, financer une saison. J'allais y venir, c'est ma prochaine question justement. Est-ce que une fois que tu t'es confronté à la réalité de sport, Oui. tu t'es dit le plus difficile, c'est le talent ou l'argent? C'est très difficile dans le sport auto de dire qu'est-ce qui est difficile, parce qu'il faut de tout. Il faut du talent, mais il faut de l'humilité, parce que le talent, il faut vraiment le travailler. Et peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas de talent au début, mais avec du travail et de l'argent, ils y parviennent. Il faut de l'argent, c'est officiel, parce que sans argent, tu ne fais rien. Mais ça ne veut pas dire que si tu donnes de l'argent à une chèvre, il va te faire avancer une voiture. Il faut vraiment que le type ait du talent. C'est un tout. Et il faut de la chance. Et il faut que les astres s'alignent. Et il faut le concours de circonstances. Il faut plein de choses pour arriver. Le talent, il y a aussi un facteur très important, c'est la persévérance, parce que c'est un sport très très dur. Et il faut avoir une forte personnalité pour faire ce sport. La persévérance, ça demande donc du temps. Et le temps, c'est aussi plus ça dure, plus tu dois avoir le souffle. C'est de l'argent. Tu dois avoir le souffle lent. Il faut que les crédits soient là, etc. Donc voilà un peu comment j'ai commencé. En 95, j'ai fait de la Formule Renault. 98, Par où sont passés les plus grands champions, on le rappelle. Hein, Oui, déjà à l'école de pilotage, quand j'étais rentré, c'était une école à l'époque qui s'appelait Renault Elf Winfield. Ils affichaient tous les pilotes qui sont passés par là et qui sont arrivés en F1. Quand on vient d'un milieu qui n'avait... Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, en venant dans le milieu du sport auto ici, je suis venu avec une passion de grand public. Je veux dire, qu'est-ce que tu connais de la F1 ? Tu connais du sport auto, tu connais la F1. Ici, les mecs qui faisaient du rallye, et j'aurais pu en faire. Mais j'étais vraiment focus sur la monoplace en disant non, je ferai de la F1. Sinon, peut-être que j'aurais fait une meilleure carrière en allant faire du rallye parce que nous avions des prédispositions. Mais bon, ce qui est fait est fait. J'ai fait le choix de la monoplace et je ne le regrette pas parce que j'ai découvert un milieu, un métier, un business aussi. Et donc, après les années de Formule Renault et de Formule 3, j'ai fait des essais et une course en Formule 3000 européenne, c'est une catégorie de F3000. Alors, il y a un truc qu'il faut quand même expliquer. La chose qui m'a permis de faire du sport auto de 1995 à 2005, c'était le fait qu'en Europe, c'était les grandes années de restriction de la publicité sur le tabac. Oui. Et donc, les sponsors, il n'y en avait pas. Et les fédérations, les promoteurs de championnats et les écuries organisaient ce qu'on appelait des championnats A, des championnats B. Les budgets, tu pouvais avoir des gens qui pouvaient rouler pour 2 millions de francs à l'époque et d'autres qui rouleraient pour 400 000 francs. C'était les plus gros sponsors. Oui, le tabac, c'était les plus gros sponsors. C'est surtout qu'ils donnaient de l'argent sans compter. Donc moi, j'avais la possibilité de trouver cette offre. Quand tu prenais une grille de départ de Formule Renault ou de F3
À l'époque, tu avais la moitié du plateau qui était composé de châssis de l'année, ce qu'on appelle le championnat A, avec les nouvelles voitures, les grosses écuries. Mais 15 voitures dans une grille de départ, ça fait vraiment très, très, très pauvre, c'est pas attractif. Et pour pouvoir remplir la grille, on autorisait aussi le championnat B avec des voitures qui avaient 2 ans ou 3 ans d'âge. Le gros de ma carrière, je l'ai fait comme ça. Mais au fur et à mesure, en 10 ans, après, à la fin, j'arrivais à faire des compétitions dans les catégories principales, notamment en Espagne en 2001 et en Italie en 2002. Et c'est là, effectivement, où je pense que j'ai atteint le meilleur de mon talent que j'ai développé. Moi, j'ai pas de complexe. Il n'y avait pas de karting à faire à 8 ans dans les années 80. J'ai commencé vraiment à 18 ans. J'ai eu mon permis, je suis allé faire du sport auto. Je veux dire, quand on Aujourd'hui, il y a des pilotes qui n'ont même pas le permis et qui conduisent en des F1. Formule 1. Ben, Antonelli, il a commencé Limblad avant aussi. d'avoir. Limblad aussi, ben voilà, ils ont commencé à courir avant d'avoir le Leur permis de permis. conduire. Alors, c'était très drôle parce qu'il y avait aussi un autre pilote, je ne me rappelle plus lequel, il courait très bien en F1 et le jour où il est allé passer son permis, Il n'arrivait avait pas à le l'avoir. trac. Il avait le trac. Il avait peur de le rater. Il était tout content d'avoir. C'est plus compliqué de conduire C'est sur dingue, une hein. route avec des gens que sur un circuit. Ouais, c'est ça le truc. Donc en fait, moi j'ai jamais considéré avoir cette chance de faire du kart, etc. Par contre, j'étais tellement passionné, j'en voulais tellement que j'ai appris. J'ai mis du temps à apprendre. Et à la fin, bon, ça va. Ça coûtait combien à l'époque de pouvoir participer à une saison de Formule 3, par exemple? La Formule 3, alors, alors je sais plus l'équivalent en euros, mais à C'est en l'époque, francs à c'était. l'époque. À l'époque, oui. Alors, les top teams, quand on roulait, par exemple, soit en championnat de France ou ailleurs, les top teams, ça tournait à 2 millions de francs. Et nous, on arrivait à faire, par exemple, à 1 million ou moins d'1 million ou à 800 000 francs sur les catégories B. Pareil pour la Formule Renault, ça se faisait à 800 000 et tu pouvais courir pour 300 000. Si tu me demandes quels sont les budgets aujourd'hui, Oui, non, mais ça a explosé. ça a C'est explosé plus pareil, littéralement. surtout Ça n'a en plus rien Formule à voir. 1. Ça n'a plus rien à voir. Surtout que la Formule 1 a été Mais Formule rachetée. 1, Formule 2 et Formule 3, c'est énorme. Oui, parce que F1, c'est devenu une entreprise. Oui, F1, oui, la c'est ça. Formule 1, c'est devenu une Ouais. entreprise à Ouais. part entière Ouais. qui génère ses propres Revenus. revenus et avec des budgets de cap pour les équipes et bien évidemment, Enfin, et redistribution. ça l'était déjà, en fait, depuis la fin des années 70, début des années 80, avec l'arrivée de Bernie Ecclestone. C'est lui qui a fait la F1 comme on la connaît maintenant. Mais comme Bernie Ecclestone, c'était un vieux de la vieille, c'est-à-dire il s'est essayé au pilotage, ensuite il est devenu agent de pilote, après il est devenu propriétaire d'écurie pour devenir le gars qui a proposé aux écuries de F1 d'instaurer ce qu'on appelle les droits télé, s'organiser, etc. Donc, c'est c'est un Anglais qui était de l'ancien monde de la F1 et qui a monté ce gros business. Donc, effectivement, c'est devenu une entreprise déjà. C'était déjà une entreprise à l'époque grâce à la FOCA qui vendait les droits d'image et qui le redistribuait sur les écuries. Sauf que ce n'était pas encore ce que c'est maintenant. À l'époque, la F1, c'était vraiment un truc d'initié, un truc de passionné. C'était un truc de gens qui aiment la F1, de puristes. Là, aujourd'hui, la F1, c'est un truc de grand public, c'est un truc de teenagers. C'est Drive to Survive C'est sur Netflix qui a sur démocratisé aussi pour les gens qui... moi, je vois des influenceurs qui parlent de F1. Je te prie de me croire. Des fois, c'est des jeunes garçons, des jeunes filles de 18-19 ans. À notre époque, c'était une sitcom qui s'appelait Sauvé par le Gong. Je veux dire, jamais tu penserais que ces gens-là feraient des trucs sur. Mais c'est la F1 d'aujourd'hui. Mais c'est comme ça. il y a Elle est beaucoup de devenue podcasts. hyper grand Il y a public. beaucoup de podcasts qui parlent de Plein de Formule 1. podcasts, c'est devenu grand public. C'est devenu aussi worldwide. À l'époque, c'était 90% des courses en Europe. Aujourd'hui, je me demande sur les 5 continents aujourd'hui. Ouais, on est sur les 5 continents. Je suis C'est même 24 sûr. courses. Bon, je ne sais pas si on va aller faire toute cette saison. Mais, à cause des événements, bien sûr. Mais c'est 24 courses. 24 courses. 24 courses. Et il y en a même qui disent que ça serait bien si on pouvait. Alors, dans l'intervalle, la F1 est passée sous contrôle d'une boîte qui s'appelle Liberty Media, qui appartient aux Américains et qui en font un très, très beau spectacle. Il faut quand même le reconnaître. C'est le show américain. Ils aiment bien. D'ailleurs, il y a 3 grands prix aux États-Unis cette saison avec Austin, Las Vegas, notamment. Alors, c'est le show américain. Par contre, ils poussent bien sur le côté, comment on appelle ça, le côté élite, limite même le côté bling-bling de la F1. On parlait tout à l'heure, avant de commencer, de ta visite. Tu m'as dit que tu avais visité Indianapolis. Alors, les Américains, ils ont la NASCAR et ils ont IndyCar, mais qui restent vraiment basiques.
il ne vend pas dans les explosions budgétaires. Et ça a une audience supérieure à celle des autres Ah oui, oui, sports, complètement. des disciplines. Hein. Mais C'est en train de changer. Hein. Sur ces dernières années, la Formule 1 est en train de prendre une part de marché aux C'est-à-dire États-Unis. qu'on a toujours dit que la F1 et l'Indy, c'était deux catégories rivales. Une fois que les Américains ont acheté la F1, ils se sont dit non, ça ne sera pas deux catégories rivales. Ça n'a rien à C'est voir. deux choses à part. Mhm. L'IndyCar, c'est l'esprit américain du sport auto Et c'est pas les en mêmes voitures en monoplace. plus. La NASCAR, c'est l'esprit américain du sport auto en berline, en stock car. Et la F1, ils l'ont vraiment pris pour un truc luxe, bling-bling. C'est un sport élitiste. C'est vraiment un sport élitiste, je veux dire. Et quelquefois, il y a des pilotes qui terminent en F1 et qui Et qui partent en Indy. reconvertissent Oui, en Indy. Voilà, Ah oui, en Indy. c'est ça, exactement. En Indy aussi, dans les rallyes, on a beaucoup. Hein. En Europe, Quand on est pilote, je pense Non, mais qu'on veut toujours être derrière un volant. les- Les anglo-saxons, généralement, ils vont vers l'IndyCar. Ils aiment bien aller aux États-Unis. Alors, généralement, parce qu'à l'époque, c'était peut-être l'IndyCar où ils pouvaient continuer leur carrière, gagner leur vie en pilotant. Gagner beaucoup Ils d'argent. pouvaient aller également aussi sur les courses d'endurance à l'époque, mais elles n'étaient pas aussi lucratives qu'elles le sont maintenant pour des pilotes. Aujourd'hui, on peut faire le WEC avec en point d'orgue les 24 heures du Mans, plus quelques courses de l'IMSA qu'ils ont en commun dans le calendrier, Sebring, Daytona, etc. Ils peuvent aller... Alors, il y en a qui vont très jeunes sur la Formule E, les voitures électriques. Ouais. Il y en a qui font du GT. Je veux dire, il y a plein de choses en sport automobile aujourd'hui pour suivre une carrière. Eh ben justement, pourquoi on ne produit pas de pilotes 100% algériens? Quand je dis 100% algériens, parce qu'on reviendra tout à l'heure à Isaac Hadjar qui est algérien, Oui. franco-algérien, mais pourquoi on n'a pas encore produit de pilotes qui sortent d'ici, alors qu'on sait que les Algériens adorent le volant et la vitesse, et on a des pilotes très doués également. Je vais te dire, je ne sais, j'aimerais répondre à la question, mais la réponse ne sera jamais suffisante pour expliquer pourquoi. Mais tu te l'es posé déjà. Oui, mais en même temps, ok, admettons. Il y a 22 pilotes au départ d'un Grand Prix. Aujourd'hui, ouais. Allez, on fait un petit calcul. Les Anglais, on en a peut-être 3 ou 3. Hamilton, Russell, et Norris. Norris, ouais, Ok. 3. Les Français, on a 3. 3 aujourd'hui. Ouais. Hadjar, Gasly, Ocon. et Ocon. Gasly. Donc déjà, 6 sont sur 2 pays. Un Italien, Antonelli, je ne suis pas sûr qu'il y en ait un autre. Non, c'est ça. Un Argentin, un Colapinto. Argentin, hein, bon. Mais je veux dire, sur les 24, Mexicain, on a quoi? On a à peine, même pas 10 pays. Si on voit les pays qui ont réussi à placer des pilotes en F1, l'Inde a placé 2 fois, une fois Narain Karthikeyan et une fois Karun Chandok, pas plus après. Pourtant, c'est des systèmes qui Mais existent. là, Nazim, c'est les Les pays sponsors du qui Golfe, suivent. C'est les pour pays ça du qu'on Golfe, place les pilotes. Le Bahreïn a la F1 depuis 2003, c'est-à-dire aujourd'hui depuis plus de 23 20 ans. Mm. Ils n'ont pas placé encore de pilotes. L'Afrique du Sud également. L'Afrique du Sud avait... À une certaine époque. Alors, ils avaient 2 pilotes. Ils avaient Jody Scheckter. Jody Scheckter, et je crois qu'il y avait son fils aussi qui a fait un peu de F1. Toby Scheckter, je ne sais pas s'il est arrivé en F1, il a fait un peu. Je ne suis pas certain. Mais parce Jody que Scheckter a été... il a été champion Est-ce du que ça monde. revient à la formation? Parce qu'on a parlé des Anglais, je pense que c'est Ce n'est l'endroit pas où on que- forme le ce n'est plus pas- les pilotes. Hein. Non. Jack Stewart, Non, pour ce ne n'est parler ce n'est pas que la formation. Il faut déjà que le sport existe en soi. soit bien installé. Qu'il soit bien installé. Ensuite, il faut qu'il soit arrimé à un système sportif qui soit porteur en termes de niveau. Par exemple, lorsqu'on est au Brésil, oui, il y a un système sportif au Brésil. On sait que les Brésiliens envoient des pilotes en Europe. On sait qu'ils envoient aussi énormément de pilotes aux États-Unis. Et on ne sait pas, par contre, qu'il y a encore plus de pilotes qui évoluent au Brésil dans les catégories monoplaces, la Formule 3 brésilienne au Sudam, les courses de supercar, l'équivalent, le touring car brésilien, etc. Donc, il faut un système sportif qui est lié aussi à l'industrie automobile ou au milieu économique de l'automobile. Il faut également l'infrastructure. Ah oui, le circuit, c'est un début. C'est la seule chose il faut qu'on comprenne. La première étape en Algérie, Il faut un circuit. pour commencer à parler de sport auto, c'est le circuit. La toute première étape, c'est celle-là. On a tendance pendant très longtemps à penser que le circuit, c'est un truc qu'on va réaliser en dépensant beaucoup d'argent pour permettre à des gens d'aller s'amuser avec des voitures qui coûtent beaucoup d'argent à 160 ou à 180 ou 200 km/h. Et on oublie en fait qu'un circuit, c'est un milieu qui génère énormément d'activités économiques, qui ne concerne pas uniquement le sport auto. Je vais t'expliquer. Un circuit, c'est
365 jours par an. Il n'y a pas un pilote, il n'y a pas une écurie qui est capable de venir tourner 365 jours. Parce qu'à chaque fois que ça tourne, ça dépense de l'argent dans les pneus, dans l'essence, dans les consommables, sans compter les réparations inhérentes une fois qu'il y a eu de la casse, etc. Donc c'est clair que ce n'est pas eux. Je veux dire, tu prends les 52 week-ends, si tu arrives à tenir 20 week-ends dans l'année en compétition, tous les autres jours, le circuit est disponible pour la prévention routière, pour la conduite, pour les corporations professionnelles dans les transports, pour les services de sécurité. Un circuit en Algérie, ça peut être attractif pour des marques de pneumatiques qui veulent venir tester les pneus pour les voitures de tous les jours ou pour le sport auto dans des conditions 12 mois sur 12. C'est-à-dire qu'on a sous-estimé l'importance d'avoir un circuit automobile. On a pris beaucoup de retard sur ça. Et je crois sincèrement que maintenant, on doit comprendre, quel que soit X. Et un circuit, ça ne coûte pas forcément le prix d'un circuit de F1. C'est un circuit automobile où on travaille, où on développe de l'automobile, de la moto, du kart, du 4x4 pour les rallyes. Je veux dire, l'Algérie doit se doter de ça. Une fois qu'on se dote de ça, après, bon, il y a le karting parce que c'est ça qui ramène les pilotes pour qu'ils brassent un petit peu les talents. C'est la base de la pyramide dans les plus jeunes catégories. Et ensuite, on commence à gérer. Lorsqu'on a beaucoup de gamins qui font du kart, on fera toujours la différence entre celui qui a un talent exceptionnel, celui qui a un talent simple, celui qui a un Même peu de peut-être talent. les écuries, je parle pas que de F1, parce que maintenant les écuries ont des académies, etc. Peut-être qu'ils seront plus intéressés à venir détecter des jeunes talents si on a déjà un championnat de karting bien installé. Même nous, on est à même de les emmener là-bas. C'est-à-dire que aujourd'hui, on emmène déjà des gens. Avec mes amis avec lesquels on travaille dans le sport auto, dans le kart depuis 2010, avec lesquels on travaille au sein de la fédération, que ce soit Amin Laibi, le président, ou le secrétaire général, Massi Bouaguesh, ou moi-même, parce que depuis quelques années, je suis aussi DTN au niveau de la fédération. Et toute l'équipe, on bosse sur le kart et sur d'autres choses. Comme on est distributeur pour les moteurs Rotax, depuis 2016, on emmène des Algériens, les meilleurs qu'on a chaque année pour faire les championnats du monde Rotax. On les emmène aussi à la MENA et on arrive au niveau de la MENA à ramener des titres. C'est comme ça qu'on a fait courir des gens comme Sofiane Salhi dans les mondiaux, mais ensuite dans les championnats de la MENA. Alors la MENA, on croirait que c'est un championnat qui concerne que la région. C'est une sous-zone de la Fédération internationale de l'automobile. Hein. C'est un championnat reconnu par la FIA pour la zone Middle East North Africa. Et donc, on a emmené Léo Robinson qui a remporté un titre. Il y a Adam Rahali qui a couru. Il y a plein de gens qui courent. Léo Robinson qui est le seul Algérien à avoir égalé tes performances, c'est-à-dire qu'il est arrivé en F3, l'équivalent de la Formule 3 à l'époque. Alors, Léo Robinson, c'est surtout... Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé à courir... j'ai Algérien parti d'ici, hein, c'est-à-dire sous couleur... Non, Léo Robinson est venu de Grande-Bretagne. Mais il court sous nationalité algérienne, voilà ce que je veux dire. Il a toujours fait le choix de courir aux couleurs de l'Algérie. Depuis le karting, il a mis le drapeau algérien, il a fait de la Formule 4, il avait fait la Winter Series l'année dernière, il avait gagné 3 courses. On a entendu l'hymne national à 3 reprises sur des circuits européens, notamment en Espagne. De ce point de vue-là, c'est le premier à avoir fait retentir l'hymne national à ce niveau. À notre époque, c'était différent. On avait le drapeau, mais on n'avait pas forcément le même cérémonial, parce qu'on faisait des championnats nationaux en Europe, et les hymnes nationaux n'étaient pas utilisés dans les mêmes conditions. Donc Léo, oui, c'est un jeune qui a beaucoup de talent. L'année dernière, il était en monoplace. Cette année, si j'ai à en croire les dernières nouvelles, il va aller plus sur de l'endurance. Il y a plein de gens qui sont... Mais ça arrive, hein. On peut passer une année ou deux sur un autre sport et revenir à la monoplace. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. Lorsqu'on est jeune, jusqu'à ce qu'on atteigne une certaine limite d'âge où effectivement après on est marqué endurance, on est marqué électrique, on est marqué touring car ou on est encore marqué monoplace. Mais jusque-là, non, c'est loin d'être perdu pour lui. Le plus important, c'est qu'il puisse se récupérer sur une catégorie précise. Donc, c'est des gens qu'on a emmenés dans ces championnats-là. Donc, nous, on est capable d'emmener. À la première année où on a couru dans les mondiaux Rotax, c'était en Italie, à Sarno. On avait pris un seul pilote, Sofiane Salhi, qui est un pur produit algérien. On l'avait lancé sur Alkart, puis sur le GPOK. Il avait gagné plusieurs années le titre en Algérie. C'était exceptionnel. On débarque avec nous, nos mécanos, notre équipe technique.
On était hyper bon en fiabilité, hyper bon en performance. Après, il fallait découvrir. Le problème, c'est qu'en Algérie, à l'époque, il n'y avait pas de grand circuit de karting pour s'entraîner. Le circuit le plus grand, il faisait 600 mètres à Borj Kifen et on débarque là-bas sur un circuit homologué d'1 km 2, 1 km 3. Le temps de s'adapter, ce n'était pas évident. Aujourd'hui, les choses changent. Il y a de plus en plus de circuits de kart. La base du karting, nous pensons qu'elle est en train de s'élargir. Donc on a... En plus, les cartes coûtent moins cher qu'avant. C'était inaccessible à l'époque. Ouais. Les karts, c'est la seule discipline pour l'automobile. Le kart pour l'automobile. Après, on a les petites catégories moto pour le MotoGP. Bon, ça, c'est une autre chose. C'est autre chose. Le karting, c'est la seule catégorie qui peut te permettre de faire de la massification, parce que même dans le kart, c'est le sport de base c'est le sport de base. Alors tu peux faire pour 3 fois rien maintenant avec du 4 temps, après tu peux passer sur du 2 temps, tu peux faire ce qu'on appelle des coupes de marque, c'est-à-dire qui appartiennent à un seul constructeur comme le Rotax ou le Yamaha X30, ou tu peux aller sur des catégories de pointe organisées par la FIA comme la Formule Academy, non, la Karting Academy ou par exemple le WSK ou l'OCA, etc. Donc, le kart, quel que soit l'argent que tu as, tu peux faire du kart. Tu peux en faire ici, tu peux en faire après. C'est là où tu peux te permettre de choisir à partir d'un très, très grand échantillon de pilotes, ce que je disais, pourquoi on a besoin de cartes et de circuits. Une fois qu'on a ça, on a le choix. Et si on trouve des talents exceptionnels très, très jeunes, si on les détecte, on peut nous-mêmes les accompagner dans des championnats en Europe. Et c'est en Europe qu'ils se feront remarquer par les filières, etc. De toutes les façons, je veux dire une chose. Je ne devrais pas parler de moi-même parce que ça peut paraître pas très modeste, mais déjà le peu que je faisais quand je courais, je recevais des feedbacks de pilotes qui me disaient comment faire pour faire comme toi, alors que j'avais pas l'impression d'avoir fait de grandes choses, mais peut-être que pour l'époque ça l'était. Robinson, c'est quelqu'un qui aura un impact aussi, et il faut pas oublier, on parle d'Isaac Hadjar, ok, sa nationalité française, sportive, c'est la nationalité française, mais il est algérien, c'est le premier pilote issu d'un pays arabe ou Afrique du Nord. Il le revendique à chaque fois. Il le revendique très très bien. Alors, messieurs, vous m'avez tendu une perche, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps sur la discussion. C'est tellement passionnant que ça passe vite. On va parler justement de la saison actuelle. Oui. Et on va commencer par Hadjar, puisque vous l'avez cité en premier. Oui. Isaac Hadjar qui avait l'air de bien se débrouiller lors du Grand Prix de Melbourne en qualif. Après, il y a eu la fiabilité qui n'a pas suivi. La fiabilité n'est pas un problème. C'est une valeur sûre. Ça, il l'était déjà l'année dernière. C'est le premier des autres, comme on dit, parce que Mercedes sont sur une planète. Mercedes devant, après il était le premier des autres. Et même lorsque son coéquipier, qui n'est pas n'importe qui, c'est Max Verstappen, 3 champions du monde, dont tous les coéquipiers souffraient de la comparaison. La comparaison, l'année dernière, ces 2 coéquipiers, puisqu'il en a eu 2, Lawson et Tsunoda, l'ont jamais battu en qualif. Même Perez a souffert à une époque. Il s'était accroché bien, il était collé à Verstappen, mais après il a décroché. Surtout la dernière année. Avant lui, Ricciardo a souffert. Tout le monde souffre de la comparaison. Alors je croise les doigts, mais jusqu'à présent, de ce qu'on a vu sur les premiers essais libres, les qualifs, etc. Les premiers tours aussi, il a bien géré. Non, Hadjar n'a pas du tout à souffrir de la comparaison avec Verstappen. Ça reste le grand Verstappen, mais bon, ça peut être le grand Hadjar aussi. Le fait que Hadjar vienne comme coéquipier de Verstappen, c'est déjà je pense que ça, c'était déjà écrit. Parce qu'il était dans la filière Red Bull. Une fois que tu es dans l'académie Kart Red Bull, il a fait presque toutes ses classes. Il a gagné en Formule 2 avec Red Bull. Il est arrivé en Formule 1 dans la deuxième équipe de Red Bull, Racing Bulls, où il a réalisé une très bonne saison la saison dernière. Il a été solide par rapport à ses coéquipiers qui avaient plus de mal. Il faut rappeler qu'il est quand même très jeune. 21 ans. 21 ans. Oui, très jeune et un véritable espoir pour son pays, pour le pays qu'il représente, pour la France. Pour l'Algérie aussi, parce que... Attendez, pour l'Algérie, comme l'était Zidane, bien sûr. Eux, ils disent Cocorico, et on dit Allah Ibarak, quoi. C'est quel que soit X. Attention, vous savez, il faut toujours voir le bon côté de la chose. C'est le premier pilote algérien, nord-africain, arabe, amazir, j'ai vu qu'il revendiquait aussi ces origines-là. C'est le premier arrivé en F1. Mais il n'est pas arrivé pour faire de la figuration. Je vais vous dire une chose. À mon époque, quand on courait, ceux qui arrivent en F1 dans le niveau de carrière où j'évoluais,
Il y en avait plein. Il y a du russe, il y a de l'indien, ça débarque pour atterrir dans les 2-3 dernières écuries, moyennant gros budget. C'est ça. Tu payes, tu as un sponsor où tu payes 10 ou 15 ou je ne sais pas combien de millions de dollars, tu cours, mais tu n'as pas une voiture pour gagner. Et si tu veux, Isaac a été pris dans la filière. On savait déjà que c'était quelqu'un qui était prometteur. L'année dernière, il a fait une super saison avec la Racing Bulls. Déjà, quand il était en F3 et en F3 et en F2, il faisait de temps en temps des essais aux essais libres du vendredi, au milieu des autres. C'est une règle que la FIA a imposée. C'est nouveau. Et il montrait déjà des prédispositions extraordinaires. L'année dernière, c'était clair, du début, il a fait un podium. Oui. Il était régulier dans le top 10 en qualification et en course. Pourtant, il n'était pas dans une top team, entre guillemets. Enfin, il était dans la seconde écurie de Red Bull. Red Bull, à côté, on avait Verstappen qui avait dévoré Lawson et ensuite Tsunoda, et tout le monde disait non, Isaac, il faudrait pas qu'il aille rouler avec Verstappen. On avait peur pour Isaac. Il y a même Bernie Ecclestone, pas des moindres, qui disait que lui, s'il était à la place de Ferrari qui était un petit peu mal avec le transfert de Hamilton qui donnait rien, il leur a dit, moi, au lieu de prendre Hamilton, je parierai de suite sur Isaac, c'est la valeur sûre. Je pense que du haut de ses 90 ans, il a des heures de vol pour savoir exactement où on trouve un vrai grand champion. Est-ce qu'on peut dire aussi que grâce à la révolution, qu'il y a eu l'évolution aujourd'hui, cette saison, avec évolution technique, évolution du règlement, les voitures, que ce soit au niveau de l'aéro, des moteurs, ça va complètement redistribuer les cartes pour les pilotes. Avant de parler des écuries, pour les pilotes. Alors, redistribution des cartes, oui. De là à dire que ça peut inverser totalement la tendance et voir une écurie de fond de grille se retrouver devant, je pense que c'est quelque chose qui ne s'est jamais fait. Mais c'est clair que ça redistribue. De mémoire, et depuis que je suis la F1 de très près, j'ai jamais vu une saison où des modifications de règlement avaient une dimension aussi globale. On a changé les châssis, on a changé les moteurs. On a touché au DRS, enlevé le DRS, on a inventé le boost. On l'améliore un peu. On a généralisé. On a généralisé le principe du flap qui s'ouvre. Et maintenant, il y a les deux. L'avant et l'arrière. L'avant et l'arrière. Avant et arrière. Mais tout le temps, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, un pilote, il n'a plus besoin des appuis en ligne droite. Alors, autant débraquer ou ouvrir. Et dès qu'il arrive dans les virages, il charge. Par contre, ce qui remplace le DRS, c'est-à-dire une zone particulière où on a un petit coup pour le dépassement, c'est un boost d'énergie électrique. Le moteur, il est 50% thermique, 50% électrique. Il est hybride. Il est hybride. Ces changements qu'il y a eu dans les règles de la F1 cette saison, d'après toi, c'est pourquoi? C'est pour rendre les courses, les voitures plus rapides, parce qu'il y a quand même le poids des voitures qui a diminué. Le poids a diminué, pas forcément plus rapide, parce que sur le papier... elles sont moins rapides de 3 secondes. Elles sont moins rapides de 3 secondes. Non, c'est pour permettre... Le but, c'est quoi? Le but, c'est généralement, on refait les règlements pour remettre un peu les compteurs à zéro, permettre un nivellement. Parce que lorsqu'on a une hégémonie comme celle de Red Bull, 5 ans, une hégémonie d'une ou deux écuries, ça tue le spectacle. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est pour accompagner aussi les tendances. Il ne faut pas oublier une chose, la F1 reste le grand laboratoire de l'industrie automobile. Tellement on a remis en doute dans le milieu de l'automobile ces 2 dernières années la voiture électrique, parce que les constructeurs européens se sont fait dépasser par les constructeurs chinois. On est même arrivé à dire peut-être qu'électrique c'est pas une bonne idée, peut-être que le moteur à hydrogène. Et là ils sont passés à zéro émission. Mais là on a compris quand même que visiblement non, le moteur hybride il est bien parti pour remplacer d'autres systèmes de motorisation. Donc même ce débat qu'il y a eu l'année dernière en F1 où on disait pourquoi ne pas revenir à un V10 totalement thermique, etc. Ils ont dit why not? Mais finalement non, ils sont allés sur une réglementation, ils ont accru. Parce que c'était pour les fans, c'était peut-être le meilleur moteur, que ça soit en termes de performance pour les puristes, de sensation. Oui. Le V10, le V8, le V12, le bruit, etc. Mais bon, ce qu'il y a de bien en F1, c'est que ce qui se fait en théorie est bien conçu.
les premiers Grands Prix, ou peut-être même la première saison est toujours problématique, mais après, il rattrape les défauts et ça devient un truc très très bien. C'est comme hier, on entendait les pilotes dire, c'est Super Mario Kart, t'es là, tu roules et après t'as une perte de puissance, etc. Mais ça, c'est des choses qui vont se régler. Merci d'avoir été avec nous, tout plaisir pour cette première de l'équipe B. Avec plaisir. On se retrouve, si tu veux bien, après non, ça c'est Silverstone, après le Grand Prix Abu Dhabi, c'est à la fin de l'année. On se retrouve à la fin de l'année. Ok, ça marche. Je pensais qu'on allait revenir pendant l'année. Oui, on essaiera de revenir. Oui. D'ailleurs, non, ça c'est pour l'offrir. C'est de cool. la part de la fabrique Studio A1. C'est fabriqué en Algérie. C'est génial. Ils fabriquent super. donc des goodies spéciales A1. C'est cool ça. Merci, papa. À très bientôt avec un autre sport. J'espère qu'on retrouvera encore Nassim. On retrouvera Nassim, on retrouvera d'autres sportifs pour parler de sport. Et parler de sport automobile algérien aussi. Il y a des choses à dire. C'est pour ça qu'on a commencé avec ça. C'est parce qu'on aime le sport automobile, surtout, et parce que c'est une discipline qui pourrait être développée, qui pourrait rapporter. Qui a été un peu oubliée. Qui a été oubliée, qui pourrait rapporter des trophées, des médailles à l'Algérie. Complètement. Merci à toutes et à tous, à très bientôt.